Allez, de l'écologie maintenant, mais vous allez encore parler. Merci. La facture énergétique des Français va baisser grâce au nouveau modèle énergétique. Pourquoi ? Parce que nous mettons l'accent sur les travaux d'économie d'énergie. Et les Français vont pouvoir engager les travaux d'économie d'énergie, d'abord en bénéficiant de prêts à taux zéro, ensuite en ayant accès aux tiers financeurs, ce qui veut dire que les régions vont pouvoir avancer l'argent aux Français qui n'ont pas les moyens de faire les travaux d'économie d'énergie, et enfin en bénéficiant d'allègements fiscaux pour tous ces travaux d'économie d'énergie qui seront réalisés entre le 1er septembre prochain jusqu'au 31 décembre de l'année prochaine. Jean-Louis Bobin, vous êtes physicien, vous avez écrit un petit livre sur la situation énergétique en France et dans le monde et sur les choix politiques. On connaît à peu près les termes de ce dossier, les contraintes à la fois physiques, géologiques et puis les contraintes politiques. Est-ce que, dans ce que vous avez entendu de la ministre aujourd'hui, ce pacte de transition énergétique vous semble au moins emprunter le bon chemin ? Oui, mais je crois que les politiques, le public et surtout les médias me semblent attendre beaucoup trop d'une loi de transition énergétique. Parce que le problème est complexe et il est à très long terme. Il y a quelque chose qui m'a surpris. Bon, j'ai eu entre les mains un texte qui n'est pas tout à fait le texte définitif du projet de loi. Et quand je vois, par exemple, que le long terme, ça concerne 2030, du point de vue d'une vraie transition... ça doit faire sourire, oui. Oui, ça fait sourire, effectivement, parce qu'il faut raisonner, les scientifiques, pour un problème comme celui-là, raisonnent sur un siècle. Donc, 15 ans, c'est demain. Essayons de prendre les choses. Le tarissement des énergies fossiles, c'est inéluctable ? C'est inéluctable, surtout, je dirais... Et ça a été d'ailleurs le premier article qui avait fait date en 1998 dans le Scientific American, qui s'appelait « La fin du pétrole bon marché ». En fait, ce sont les fossiles bon marché, et en particulier les hydrocarbures bon marché, dont on sait que, il y en a des quantités limitées à un prix modeste pour les extraire. Donc ça, c'est une certitude. Alors, est-ce qu'on est dans le pic pétrolier ? Peut-être. Les nouveaux hydrocarbures non conventionnels, que ce soit le pétrole de schiste ou ce qu'on appelle le gaz de schiste, c'est quelque chose qui commence à apparaître. Et pour le gaz de schiste aux États-Unis, et je précise bien aux États-Unis, c'est effectivement abondant et peu coûteux. Cher, oui. Ailleurs, ce n'est pas du tout le même problème. Est-ce qu'on appelle les énergies renouvelables ? Alors, les énergies renouvelables... Le physicien Yves Klein nous rappelait l'autre jour que l'expression elle-même est condamnable, puisqu'une énergie ne peut pas être renouvelée, puisque sa définition on ne va pas entrer dans les arcanes de la physique, surtout à propos d'énergie, qui est un concept... La production est renouvelable. Alors, les renouvelables, en fait, ce sont des énergies de flux. C'est finalement tout ce qu'on peut extraire, je dirais, en temps réel, à partir de l'énergie qui nous arrive du Soleil. Voilà, j'aurais une définition qui convient aux physiciens de ce qu'est une énergie renouvelable. Et ça, on peut le faire monter en puissance dans la balance énergétique générale ? On peut le faire... C'est ça un peu le projet. Oui, c'est une partie du projet. On peut le faire monter en puissance. D'ailleurs, ça monte en puissance, même si ça reste, je dirais, au niveau planétaire, et même dans les pays qui ont... fortement développé, ça reste du point de vue production d'énergie à un niveau relativement modeste. Ça ne représente que quelques pourcents de la consommation d'énergie primaire planétaire. Et il faut bien savoir que l'essentiel de cette consommation, ce sont des fossiles. C'est du charbon, c'est du pétrole et du gaz. Ça représente 80%, et c'est comme ça depuis 50 ans. Est-ce que les politiques ont tellement de latitude et de possibilités d'action ? Alors, je pense qu'ils en ont, et qu'ils en auraient d'autant plus qui se fieraient à ce que élaborent des sociétés savantes ou des groupes de réflexion. Plutôt que des débats un peu idéologiques et des plutôt que de l'idéologie. Fantasmatiques. Dans les débats auxquels j'ai participé, au sein de sociétés savantes ou de groupes de réflexion, on se base sur des faits et des chiffres.
Et ça, c'est l'essentiel de la démarche que nous avons. Alors, évidemment, c'est absurde avec une telle complexité de vous demander ça, mais je le fais quand même. En 2-3 phrases, qu'est-ce que ce seraient les axes d'une excellente politique énergétique? Quels sont les enjeux, j'allais dire, les plus importants à relever aujourd'hui? Alors, l'enjeu le plus important, c'est essentiellement de décarboner le système énergétique. Les hydrocarbures, les charbons, tout ça, c'est à base de carbone. Donc ça envoie du dioxyde de carbone dans l'atmosphère en quantité considérable. Et on a de bonnes indications que cette émission massive de dioxyde de carbone risque d'entraîner des changements climatiques, alors contrôlables ou non, c'est une autre affaire. Et donc, je dirais, pour les gens qui raisonnent en scientifique et du point de vue des technologies, c'est l'essentiel de l'objectif. Donc ça, c'est pas un fantasme d'écolo Non, c'est vraiment quelque chose auquel il faut s'atteler. Comment et à quelle échéance y arriver. Et ça, c'est des choses, justement, qui demandent du temps. Et aussi, une chose à laquelle il faut penser, c'est qu'il faudrait que cette transition énergétique, dont l'essentiel, le cœur est cette décarbonisation, ça se fasse de façon douce, c'est-à-dire progressivement dans le temps et pas de façon brutale, comme ça pourrait arriver si on laissait les choses aller comme elles vont et que les politiques ne faisaient rien. Et dans cette décarbonisation-là, l'énergie nucléaire est une alternative? Eh bien, elle fait partie du paquet. Les énergies décarbonées, effectivement, l'énergie nucléaire en fait partie. Et il y a tout ce qui est renouvelable, c'est-à-dire éolien, solaire sous toutes ses formes, hydraulique qu'on oublie, et biomasse. D'un point de vue scientifique, il y a une possibilité que ces énergies renouvelables, les dernières, éolien, solaire, etc., puissent monter en puissance et arriver à faire une sorte de paquet énergétique à parité avec les autres... Alors, à parité, c'est difficile à dire. Parce que il y a deux problèmes liés aux énergies renouvelables, je dirais, en particulier celles qui ont la cote auprès des écologistes, qui sont l'éolien et le solaire. C'est d'une part leur dilution, puisque le flux d'énergie à la surface de la Terre et auquel on a affaire est extrêmement faible en termes de puissance par unité de surface. Et donc, il faut trouver le moyen de concentrer. Donc ça, c'est une première chose. Et ça occupe beaucoup de place. Et le deuxième point, c'est leur intermittence qui oblige soit à faire du stockage d'énergie, soit à compenser par des sources d'énergie à réponse rapide. Alors, il faut bien voir aussi quelque chose qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que il y a une illusion d'optique un petit peu sur la transition énergétique parce qu'on voit bien que tous les débats se focalisent sur la production d'électricité et sur le vecteur électrique. Or, le vecteur électrique, dans un pays comme la France, pays développé, représente 25% de la consommation d'énergie. Alors, c'est appelé à croître dans de grandes proportions. Ça pourrait encore plus, par exemple, si on généralise les véhicules électriques, parce qu'à ce moment-là, ça sera un facteur de croissance supplémentaire. Mais l'essentiel de la fourniture d'énergie est ailleurs. Et en particulier, tout ce qui est chaleur, tout ce qui est bâtiment. Et donc, quand j'entends la ministre dire on va mettre
l'accent sur les économies d'énergie dans le bâtiment, je dirais ça, c'est quelque chose qui fait consensus, y compris dans la communauté scientifique. Merci beaucoup Jean-Louis Bobin, et pardon de la brièveté obligée sur des problèmes aussi complexes, mais c'est plus développé dans la situation énergétique en France et dans le monde. Quel choix politique, un livre paru sous l'égide de la Société française de physique. Merci à vous deux. La suite du programme, comme grand témoin, Charles Pasqua. On évoquera l'appel du 18 juin. Puis on parlera de François Morel, c'est de la musique et c'est un concert de soutien à la Maison des journalistes au Théâtre de la Madeleine et les sorties cinéma d'Évangéline Barbaroux à suivre.